Bonjour mes curieux et curieuses, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vais continuer de vous lire le chapitre 3 de La magie du rangement de Marie Kondo. Donc on est à la page 124 et donc ça s'arrête à la page 144. Donc on a une vingtaine de pages à lire aujourd'hui. Voilà, allez, c'est parti. Ce sera la fin du chapitre 3 et du coup après la prochaine vidéo ce sera un conce. Je ne sais pas encore le sujet que j'aborderai dans ce conce, mais voilà, c'est pour vous dire que chaque chapitre sera entrecoupé d'un conce. Voilà, allez c'est parti. La petite monnaie. Dans mon porte-monnaie, votre nouveau slogan. Avez-vous des pièces jaunes qui traînent un peu partout, au fond d'un tiroir ou sur la table du salon? Je trouve toujours des pièces quand je vais chez un client pour l'aider à mettre de l'ordre dans sa maison. L'objet roi de la catégorie Komono est la petite monnaie. Vous pouvez trouver des pièces dans l'entrée, la cuisine, la salle de séjour, la salle de bain, sur le dessus d'un meuble et dans les tiroirs. Bien qu'elles aient aussi une valeur monétaire, les pièces sont bien moins respectées que les billets. Il est étrange qu'elles traînent partout dans la maison, où elles ne sont pourtant d'aucune utilité. Quand mes clients tombent sur des pièces pendant leur séance de rangement, je m'assure qu'ils les mettent dans leur porte-monnaie ou portefeuille et jamais dans une tirelire. Contrairement aux autres catégories, vous n'avez pas besoin de rassembler les pièces. Contentez-vous de les mettre dans votre porte-monnaie au fur et à mesure que vous tombez dessus. Si vous les mettez dans une tirelire, vous ne faites que les déplacer dans un autre endroit où elles seront tout autant négligées. Les gens qui vivent dans une maison depuis longtemps sont particulièrement enclins à oublier les petites caches où se trouvent des pièces. Sincèrement, je n'ai jamais rencontré un collectionneur de menue monnaie. Si vous économisez des pièces avec la vague idée de connaître la somme accumulée, le moment est venu de les mettre en banque. Plus vous attendrez, plus votre butin sera lourd et plus la démarche sera une corvée. J'ai également remarqué que, pour une raison obscure, nombre de mes clients commencent à mettre des pièces dans des sacs une fois la tirelire pleine. Des années après, ils découvrent au fond d'un placard un sac rempli de pièces qui sentent la rouille, sont décolorées, dont le cliquetis n'est plus clair mais sourd. À ce stade, il ferait mieux d'ignorer l'existence de ce sac. Décrire ce phénomène est déjà difficile, mais voir de ses yeux les pièces privées de leur dignité monétaire vous fend littéralement le cœur. Je vous en supplie, sauvez ces pièces oubliées qui dépérissent dans votre logement en faisant vôtre le slogan « Dans mon porte-monnaie ». Soit dit en passant, il existe une différence flagrante entre les femmes et les hommes dont la façon de traiter la petite monnaie. Les hommes ont tendance à mettre les pièces dans leur poche ou à les laisser bien visibles sur un buffet ou une table, tandis que les femmes les mettront plutôt dans une boîte ou un sac qu'elles rangeront dans un tiroir. C'est un peu comme si se manifestait l'instinct masculin de réaction face au danger et l'instinct féminin de protection du foyer. Cette pensée m'a fait m'interrompre un instant pour réfléchir au mystère de la vie et de l'ADN alors que je passais une journée de plus à partager la magie du rangement. Komono, éléments divers 2. Les objets à jeter, ces choses que vous avez gardées juste au cas où. Les choses que l'on identifie instantanément comme destinées à la poubelle sans avoir à se demander « est-ce que ceci me met en joie ?» sont incroyablement nombreuses. J'ai déjà souligné l'importance de renoncer à ces choses dont vous avez du mal à vous séparer. Lorsque vous remettez de l'ordre dans votre maison, il est tout aussi essentiel de repérer les objets que vous avez gardés sans raison particulière. Bizarrement, la majorité des personnes n'ont pas conscience des petites choses qui leur mangent de la place dans leur intérieur. Les cadeaux. Une assiette reçue comme cadeau de mariage,
encore dans sa boîte et trônant sur un présentoir. Un porte-clés souvenir venant d'un ami qui repose dans un tiroir. Des bâtons d'encens à l'odeur étrange offerts par vos collègues pour votre anniversaire. Qu'ont en commun tous ces objets? Ce sont des cadeaux. Quelqu'un d'important à vos yeux a consacré un peu de son temps précieux pour aller les acheter. Ils sont l'expression de son amour et de sa considération. Vous ne pouvez pas les jeter, n'est-ce pas? Mais penchons-nous plus sérieusement sur le problème. La plupart de ces cadeaux ne sont jamais ouverts ou n'ont été utilisés qu'une seule fois. Avouez-le, ils ne sont tout simplement pas de votre goût. Un cadeau a pour véritable objectif d'être reçu. Les cadeaux ne sont pas les choses, mais le vecteur des sentiments d'une personne. Avec cette vision des choses, vous ne devez pas vous sentir coupable de jeter un cadeau. Soyez simplement reconnaissant du plaisir éprouvé lorsqu'on vous l'a offert. Bien entendu, l'idéal serait que vous preniez plaisir à vous en servir. Mais il est certain que la personne qui vous l'a offert ne souhaite pas que vous l'utilisiez par obligation ou que vous le rangiez sans vous en servir pour ensuite vous sentir coupable chaque fois que vous portez le regard dessus. Lorsque vous jetez le cadeau, vous le faites également par égard pour celui ou celle qui vous l'a offert. Les boîtes de téléphone mobile. Les cartons sont incroyablement encombrants. Jetez la boîte dès que vous avez déballé votre téléphone. Vous n'avez pas non plus besoin du manuel et du CD fourni avec. Vous découvrirez les applications qu'il renferme en l'utilisant. Tous mes clients ont jeté ces choses et pourtant aucun n'a été pénalisé par leur absence. En cas de problème, vous pouvez vous faire aider par le vendeur de la boutique où vous l'avez acheté. Il est bien plus rapide de solliciter un professionnel que de vous donner un mal de chien pour trouver la solution tout seul en consultant le manuel. Les câbles électriques non identifiés. Si vous voyez un câble qui traîne et vous demandez à quoi diable il peut bien servir, il y a de fortes chances pour que vous ne vous en serviez jamais. Les câbles mystérieux demeurent à jamais. Un mystère. Vous craignez d'en avoir besoin? Ne vous en faites pas. J'ai vu plein de maisons équipées de câbles similaires qui formaient un tel enchevêtrement qu'il était difficile de trouver le bon. Au final, il est bien plus rapide d'en acheter un neuf. Ne gardez que les câbles dont vous savez précisément à quoi ils servent et débarrassez-vous des autres. Votre collection doit probablement contenir quelques spécimens appartenant à des machines ne fonctionnant plus et que vous avez jetés depuis longtemps. Les boutons de rechange. Vous n'utiliserez jamais les boutons de rechange. La plupart du temps, lorsque vous perdez un bouton, c'est le signe que la chemise ou le chemisier en question a fait son temps, que vous l'avez bien aimé et qu'il est arrivé au bout du chemin. Pour les manteaux et les vestes que vous souhaitez garder longtemps, je vous conseille de coudre les boutons de rechange sur la doublure tout de suite après les avoir achetés. Concernant les autres vêtements, si vous perdez un bouton et souhaitez vraiment le remplacer, vous pouvez toujours vous en procurer un dans une mercerie. Mon expérience de terrain m'a montré que lorsque les gens perdent un bouton, ils ne s'embêtent pas à en coudre un autre, même s'ils en ont un de rechange. Ils continuent de porter le vêtement avec le bouton manquant ou le laissent à l'abandon dans leur penderie. Si vous n'utilisez pas les boutons de rechange, les jeter ne devrait pas affecter votre conscience. Les cartons d'appareils électroménagers. Certaines personnes gardent les cartons de leurs appareils électroménagers car ils estiment pouvoir en tirer un meilleur prix s'ils revendent ces derniers. Mais c'est une pure perte de temps. Vous ne payez pas un loyer pour transformer votre logement en entrepôt pour cartons vides. Inutile de les garder dans l'éventualité d'un déménagement car vous pourrez trouver des cartons adaptés le moment venu. Il serait dommage de laisser un carton manger de l'espace simplement parce que vous pourriez en avoir besoin un jour. Les télévisions et radios hors d'usage. Chez mes clients, je tombe souvent sur des télévisions et radios qui ne fonctionnent plus. Il est bien évidemment inutile de les conserver.
Si vous disposez chez vous d'appareils électroménagers ayant rendu l'âme, c'est le moment de faire parler votre fibre écologique et de contacter un organisme qui les recyclera et vous en débarrassera. Les couchages pour les amis qui ne viennent jamais. Un clic-clac, un matelas, une couette, des oreillers, une couverture, des draps. Les éléments de literie prennent énormément de place. Ce sont des objets qui se retrouvent souvent à la benne lors de mes cours et manquent rarement à mes clients par la suite. S'il est intéressant de disposer d'une literie et d'un couchage supplémentaire lorsque vous recevez régulièrement des amis et avez suffisamment de place, c'est en revanche inutile si vous avez du monde chez vous une ou deux nuits par an. En cas de nécessité, vous pouvez toujours louer ou emprunter le nécessaire et je vous recommande vivement cette solution. Une literie qui dort indéfiniment dans un placard sent souvent tellement le moisi que vous ne souhaiterez pas la donner à vos amis. Reniflez-la et voyez vous-même. Les échantillons de produits cosmétiques gardés pour les voyages. Avez-vous une collection d'échantillons de produits cosmétiques en sommeil chez vous depuis plus d'1 an ? Nombre de personnes les gardent pour leur futur voyage, mais ne semblent pas les emporter le moment venu. J'ai contacté différentes marques pour connaître la durée de vie de ces produits. Leur réponse varie de quelques semaines à 1 an. Dans un petit contenant, comme c'est le cas des échantillons, la qualité du produit s'altère plus vite. Utilisez des produits cosmétiques périmés, surtout lorsque vous êtes censé profiter de votre voyage, semble plutôt imprudent. Les produits de santé dernier cri. Ceintures qui font mincir, bouteilles en verre pour fabriquer des huiles d'aromathérapie, centrifugeuses électriques, machines pour perdre du poids qui imitent le mouvement de la monte à cheval. Jetez les objets onéreux de ce genre que vous avez achetés par correspondance sans jamais les utiliser semble être du gaspillage. Mais, je vous l'assure, vous pouvez vous en débarrasser. C'est l'excitation ressentie lors de l'achat qui compte. Exprimez votre reconnaissance pour leur apport en leur disant « Merci pour l'élan que tu m'as donné lorsque je t'ai acheté » ou « Merci de m'avoir aidé à retrouver un peu la forme ». Puis jetez-les avec la conviction que leur achat a amélioré votre santé. Les gadgets publicitaires gratuits. Un produit de nettoyage pour écran de téléphone mobile, un stylo au nom de votre université, un ventilateur que vous avez eu lors d'un salon, une mascotte donnée avec une boisson, des tasses en plastique gagnées lors d'une tombola, des lunettes griffées d'une marque de bière, des post-it d'un laboratoire pharmaceutique, du papier buvard, un calendrier promotionnel, un calendrier de poche que vous n'avez toujours pas utilisé alors que l'on est déjà à la moitié de l'année, aucune de ces choses ne vous mettra en joie. Jetez-les donc sans aucun scrupule. Les objets ayant une valeur sentimentale. La maison de vos parents n'est pas un refuge pour vos souvenirs. Maintenant que vous avez rangé vos vêtements, livres, papiers et komonos, vous pouvez désormais vous attaquer à la dernière catégorie, les objets ayant une valeur sentimentale. J'ai gardé ces choses pour la fin car il est très difficile de s'en séparer. Le simple fait d'envisager de les jeter nous fait craindre d'oublier les précieux souvenirs qui leur sont associés. Mais ne vous inquiétez pas, les souvenirs réellement précieux ne s'évanouiront pas même si vous jetez les objets en question. Lorsque vous pensez à votre avenir, vaut-il la peine de garder des souvenirs d'événements que vous auriez oubliés sans la présence de ces objets ? Nous vivons dans le présent. Aussi merveilleux qu'il puisse avoir été, nous ne pouvons vivre dans le passé. Le plaisir et l'enthousiasme ressentis dans l'instant présent sont plus importants. Par conséquent, encore une fois, pour décider quoi conserver, prenez chaque objet entre vos mains et demandez-vous « Est-ce qu'il me met en joie ?» Voici l'exemple d'une de mes clientes que j'appellerai A, 30 ans, mère de 2 enfants et 5 personnes vivant sous son toit. Lorsque je suis allée chez elle pour notre 2e séance, le nombre d'objets qui s'y trouvaient avait visiblement diminué. « Vous avez bien travaillé, lui ai-je dit. On dirait que vous vous êtes débarrassé de plein de choses dans les 30 sacs poubelles. » Elle a répondu, l'air enchanté. « Oui, c'est vrai, j'ai mis tous mes souvenirs chez ma mère. »
Je n'en croyais pas mes oreilles. Lorsque j'ai démarré mon activité, je pensais que seules les personnes de la campagne dont la maison familiale était immense avaient le privilège de mettre des choses chez leurs parents. Nombre de mes clients étaient des femmes célibataires ou des jeunes mères vivant à Tokyo. Lorsqu'elles me demandaient l'autorisation de mettre des objets chez leurs parents, je répondais « Bien sûr, à condition de le faire sur le champ ». Je n'avais rien contre, jusqu'à ce que j'aie des clients à la campagne. Lorsque j'ai découvert l'état des maisons de ses parents, j'ai été contrainte de reconsidérer mon imprudence. Je me rends compte aujourd'hui que les gens disposent d'un endroit très pratique où mettre des choses, comme la maison des parents, n'ont en fait pas de chance. Même si la maison est grande, avec de nombreuses pièces, elle ne déborde pas dans la 4e dimension. On ne récupère jamais les cartons que l'on met chez ses parents. Une fois là-bas, ils ne seront plus jamais ouverts. Mais revenons à mon histoire. Quelque temps plus tard, la mère de A commencé à suivre mon cours. Je savais que si elle voulait obtenir son diplôme, nous allions devoir nous occuper de ce que A avait entreposé chez elle. Lorsque j'ai visité la maison familiale, j'ai découvert que la chambre de A était restée dans l'état qui était le sien quand elle vivait sous ce toit. La bibliothèque et le placard étaient remplis de ses affaires et 2 gros cartons se trouvaient à même le sol. Sa mère rêvait de disposer d'un espace où elle pourrait se détendre, mais, bien que A ait quitté le domicile familial depuis longtemps, ses affaires demeuraient dans sa chambre et sa mère n'avait plus que la cuisine comme refuge personnel. Cela semblait très anormal. J'ai appelé A et lui ai annoncé « Vous et votre mère n'obtiendrez pas votre diplôme tant que vous n'aurez pas réglé toutes les deux le problème des affaires que vous avez laissées dans la maison de vos parents. » Le jour de notre dernière séance, A semblait particulièrement heureuse. Je peux maintenant profiter sans souci de la vie. Elle était allée chez ses parents pour mettre de l'ordre dans ses affaires. Dans les cartons, elle avait trouvé un journal intime, des photos d'anciens petits amis, une montagne de lettres et de cartes. Je ne faisais qu'occulter le problème en mettant chez mes parents les affaires dont je ne pouvais me séparer. Lorsque j'ai pris tour à tour chacun de ces objets, j'ai pris conscience que j'avais vécu pleinement ces moments et que je pouvais remercier mes souvenirs pour le plaisir qu'ils m'avaient procuré à l'époque. Lorsque j'ai jeté ces objets, j'ai eu l'impression d'affronter mon passé pour la première fois. C'est exact. En prenant dans vos mains chaque objet ayant une valeur sentimentale et en décidant lesquels jeter, vous faites l'examen de votre passé. Si vous vous contentez de mettre ces choses de côté dans un tiroir ou un carton, votre passé risque de devenir très vite un frein, vous empêchant de vivre l'instant présent. Ranger ses affaires, c'est également mettre de l'ordre dans son passé. C'est comme reprendre sa vie à zéro et régler ses comptes afin de pouvoir aller de l'avant. Les photos. Aimez celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. Le dernier élément de la catégorie des objets ayant une valeur sentimentale est les photographies. Ce n'est pas pour rien que j'ai gardé les photos pour la fin. Si vous avez trié et jeté les choses dans l'ordre indiqué, vous avez probablement trouvé des photos dans de nombreux endroits, coincées entre 2 livres, sur une étagère, dans un tiroir ou cachées dans une boîte où se trouvent 1000 petites choses. Si bon nombre de vos photos ont peut-être déjà trouvé leur place dans un album, je suis sûre que vous en avez laissé quelques-unes dans une lettre ou encore dans la pochette du labo. J'ignore pourquoi tant de personnes laissent les photos dans les enveloppes d'origine. Dans la mesure où l'on peut trouver des photos dans les endroits les plus inattendus lorsque nous nous attaquons à d'autres catégories d'objets, il est bien plus efficace de les réunir en un seul endroit chaque fois que nous tombons sur un spécimen, puis de s'en occuper à la fin du processus de rangement. Je traite les photos en dernier pour une autre raison. Si vous commencez par trier les photos avant d'avoir affiné votre perception de ce qui vous apporte de la joie, tout le processus risque de vous échapper et de s'arrêter brusquement. En revanche, si vous suivez scrupuleusement l'ordre de rangement que je préconise, à savoir les vêtements, les livres, les papiers, le kimono et les objets ayant une valeur sentimentale,
Le tri s'effectuera facilement et vous serez surpris de votre capacité à choisir quoi garder sur la base du plaisir ressenti. Il n'existe qu'un moyen de trier des photos et garder à l'esprit que l'opération prend un peu de temps. La meilleure méthode consiste à sortir toutes les photos de leur album et à les regarder une par une. Ceux qui s'élèvent contre cette méthode en affirmant que cela représente bien trop de travail n'ont jamais vraiment trié de photos. Les photos n'existent que pour illustrer un événement ou un moment donné. Voilà pourquoi il faut les regarder une par une. Ce faisant, vous serez surpris de la facilité avec laquelle vous pouvez distinguer celles qui vous émeuvent de celles qui ne vous font rien. Là encore, gardez les photos qui font monter les émotions en vous. Grâce à ce système, vous ne garderez environ que 5 photos par jour de voyage, mais elles illustreront si bien ce moment que vos souvenirs resteront intacts. Les choses vraiment importantes ne sont pas si nombreuses. Les photos banales de paysages que vous n'êtes pas capable de situer se retrouveront dans la poubelle. L'importance d'une photo réside dans l'enthousiasme et la joie qu'elle procure quand vous la prenez. Très souvent, le résultat papier n'est qu'accessoire. Il arrive que les gens gardent tout un tas de photos dans un grand carton avec l'intention de les apprécier un de ces jours, quand ils seront vieux. Je peux vous affirmer que ce un de ces jours n'arrive jamais. Vous n'imaginez pas le nombre de boîtes remplies de photos non triées appartenant à une personne décédée sur lesquelles je suis tombée. Voici le genre de conversation que j'ai généralement avec mes clients. Qu'y a-t-il dans cette boîte? Des photos. Vous pouvez les garder à trier pour la fin. Oh, mais elles ne sont pas à moi, mais à mon grand-père. Chaque fois que j'ai cette conversation, ça me rend triste. Je ne peux m'empêcher de penser que la vie des personnes décédées aurait été bien plus riche si l'espace occupé par cette boîte avait été libéré lorsqu'elles étaient encore vivantes. En outre, une fois âgées, nous ne devrions pas être encore en train de trier des photos. Si vous aussi vous gardez cette tâche pour vos vieux jours, n'attendez pas. Faites-le maintenant. Vous apprécierez bien plus ces photos lorsque vous serez vieux si elles figurent déjà dans un album que si vous devez vous attaquer à un gros carton particulièrement lourd. Autre objet tout aussi difficile à jeter que les photos, les souvenirs de ses enfants. Un cadeau reçu pour la fête des pères avec les mots « Merci papa ». Un dessin de votre fils que la maîtresse avait accroché au mur à l'école ou une décoration fabriquée par votre fille. Si ces choses vous touchent toujours, vous pouvez fort bien les garder. Mais si vos enfants sont déjà grands et que vous gardez seulement ces objets par crainte qu'ils se vexent, si vous vous en débarrassez, posez-leur franchement la question. Ils vous diront très probablement « Quoi, tu as encore ce truc-là? Vas-y, tu peux t'en débarrasser. » Et ce qui appartient à votre propre enfance. Avez-vous encore des bulletins de notes ou des diplômes? Lorsque ma cliente a sorti un uniforme scolaire vieux de 40 ans, même moi, cela m'a fait quelque chose. Mais sa place était dans la poubelle. Jetez toutes ces lettres que vous avez envoyées une petite amie ou un petit ami. L'objectif d'une lettre est atteint au moment où le destinataire la reçoit. La personne qui l'a écrite en a oublié le contenu depuis belle lurette et ne se souvient peut-être même plus de son existence. En ce qui concerne les accessoires reçus en cadeau, ne les conservez que s'ils vous touchent profondément. Si vous les gardez uniquement parce que vous ne parvenez pas à oublier une ancienne petite amie ou un ancien petit ami, mieux vaut les jeter. Si vous vous accrochez à ces objets, vous risquez de manquer des occasions de faire de nouvelles rencontres. Ce ne sont pas nos souvenirs que nous devons chérir, mais la personne que nous sommes devenus grâce à ces expériences passées. C'est la leçon que nous donnent ces souvenirs lorsque nous les trions. Notre intérieur est destiné à l'individu que nous sommes en train de devenir, et non à la personne que nous étions par le passé. Des stocks ahurissants. 2 choses me surprennent souvent lorsque j'aide des clients à ranger leur maison. Le caractère très inhabituel de certains éléments et le nombre d'objets. Je tombe chaque fois sur des objets très singuliers. Il peut s'agir d'un micro de chanteur ou d'ustensile de cuisine dernier cri chez quelqu'un qui adore cuisiner.
À chaque jour, ces rencontres passionnantes avec l'inconnu. Mais c'est tout à fait naturel, puisque les centres d'intérêt et professions de mes clients sont extrêmement variés. Le véritable choc, c'est quand je découvre un stock imposant d'un objet que l'on trouve dans tous les foyers. Au fil du temps, je consigne par écrit le volume approximatif des différents objets détenus par mes clients et je garde surtout un œil sur le volume des stocks, car de nouveaux records sont constamment battus. Un jour, par exemple, j'ai mis au jour une énorme collection de brosses à dents. Le record en la matière s'élève à 35 unités. Ça me paraissait quand même beaucoup. Vous en avez peut-être un peu plus que nécessaire, ai-je fait remarquer, ce qui nous a fait bien rire toutes les deux. Mais ce record a été pulvérisé avec un client qui en avait 60. Disposés dans des boîtes à l'intérieur du placard situé sous le lavabo, on aurait dit une œuvre d'art. Il est intéressant de voir comme l'esprit de l'homme essaie de rendre l'absurde logique. Je me suis surprise à me demander si elle en avait une pour chaque jour, voire une pour chaque dent. Une autre fois, j'ai mis la main sur un stock de 30 rouleaux de film alimentaire. J'ai ouvert le placard au-dessus de l'évier de la cuisine et je suis tombée sur une forme qui ressemblait à de gros Legos jaunes. J'utilise du film alimentaire tous les jours, alors ça part vite, a expliqué ma cliente. Mais même en admettant qu'elle en utilise un rouleau par semaine, elle avait 6 mois de stock d'avance. Chaque rouleau comprenait 20 mètres de film. Pour utiliser un rouleau par semaine, il faut recouvrir 66 assiettes de 20 cm de diamètre. Et encore, il vous en reste à la fin. Le seul fait de penser à tirer puis déchirer du film alimentaire autant de fois me fait souffrir du syndrome du canal carpien. Pour ce qui est du papier toilette, le stock record est de 80 rouleaux. J'ai des problèmes intestinaux, voyez-vous. Un rouleau ne me fait pas beaucoup de temps, m'a donné comme excuse la cliente. Mais même en vidant un rouleau par jour, elle disposait là d'une réserve pour 3 mois. Je ne suis pas certaine que même en passant la journée à s'essuyer le derrière, elle aurait utilisé tout un rouleau. Et je ne vous dis pas l'état de son séant. Je me suis alors demandé si je ne devrais pas lui donner de la crème adoucissante plutôt que des cours de rangement. Mais le summum, ce fut quand même un stock de 20 000 cotons-tiges, 100 boîtes de 200. En estimant que ma cliente en utilise un par jour, il lui faudrait 55 ans pour épuiser sa réserve. À la fin, elle aurait peut-être acquis des techniques stupéfiantes de nettoyage des oreilles. Le dernier coton-tige utilisé aurait quelque chose de sacré. Vous avez peut-être du mal à croire ces histoires, mais je suis des plus sérieuses. Ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'aucun de ses clients n'avait conscience du volume de sa réserve avant d'entreprendre la remise en ordre de sa maison. Et malgré leur énorme stock, ils avaient le sentiment de n'en avoir jamais assez et craignaient la pénurie. Pour les personnes qui constituent des stocks, je pense qu'aucune quantité minimale ne peut les rassurer. Plus ils en ont, plus ils ont peur de manquer et plus l'anxiété augmente. S'ils ont encore 2 exemplaires de l'objet, ils iront en acheter 5 supplémentaires. Si vous manquez de quelque chose à la maison, contrairement au gérant d'une boutique, ce n'est pas grave. Cela vous stressera peut-être momentanément, mais aucun dommage irréparable n'est à craindre. Mais comment gérer ces stocks? Bien que la meilleure solution semble être d'utiliser tout le stock, bien souvent la date de péremption est dépassée et vous devez jeter les produits. Je vous conseille vivement de vous débarrasser en une seule fois de tout l'excédent. Cédez-le à des amis qui en ont besoin, effectuez un don ou faites-le recycler. Vous pensez peut-être que réduire votre stock revient à jeter l'argent par les fenêtres, mais vous soulager du superflu est le moyen le plus rapide et le plus efficace de remettre de l'ordre. Une fois ressenti la liberté de ne plus avoir de réserve inutile, vous ne voudrez plus revenir en arrière et arrêterez tout naturellement de faire des stocks. Mes clients me disent que la vie est désormais plus drôle à leurs yeux car lorsqu'ils manquent de quelque chose, ils aiment voir combien de temps ils peuvent s'en passer ou apprécier de le remplacer par un autre produit. Il est important d'évaluer ce dont vous disposez et de vous débarrasser de l'excédent. Réduisez la voilure jusqu'au déclic. Triez par catégorie dans l'ordre préconisé et ne conservez que les objets qui vous mettent en joie.
Procédez avec minutie et rapidité en une seule fois. Si vous suivez ce conseil, vous allez réduire de manière spectaculaire le volume de vos biens, ressentir une euphorie sans précédent et acquérir de la confiance en soi. Quelle est la quantité de biens idéale ? Je pense que la plupart des gens l'ignorent. Si vous vivez au Japon depuis toujours, vous êtes presque certainement entouré de plus de choses que nécessaire. Pour bon nombre de personnes, il est difficile d'imaginer la quantité de biens idéale pour vivre confortablement. Lorsque vous diminuerez le nombre de vos biens grâce à la procédure de rangement, vous aurez soudain une idée de la quantité qui vous convient. Un déclic se produira dans votre tête et vous vous direz « Tiens, c'est précisément la quantité qu'il me faut pour vivre confortablement. C'est tout ce dont j'avais besoin pour être heureux, pas besoin de plus. » La satisfaction qui vous gagne alors est palpable. C'est un véritable déclic. Il est intéressant de noter qu'une fois ce stade atteint, votre volume de biens reste constant. Et voilà précisément la raison pour laquelle vous ne subirez aucun effet rebond. Ce déclic varie d'une personne à l'autre. Pour un individu dingue de chaussures, il peut s'agir de 100 paires, tandis qu'un amoureux des livres ne peut avoir besoin que de livres. Certaines personnes comme moi possèdent plus de vêtements d'intérieur que de vêtements pour sortir, tandis que d'autres préfèrent vivre nues chez elles et n'ont donc aucun vêtement d'intérieur. Vous seriez surpris du nombre de personnes appartenant à la dernière catégorie. Lorsque vous mettrez de l'ordre dans votre maison et que le volume de vos biens diminuera, vous percevrez la nature de vos vraies valeurs. Vous saurez ce qui est vraiment important pour vous dans votre vie, mais ne vous focalisez pas là-dessus. Attachez-vous plutôt à choisir les choses sources de joie et à apprécier la vie selon vos propres critères. C'est là que réside le vrai plaisir du rangement. Si le déclic ne s'est pas encore produit, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez encore réduire la voilure. Attelez-vous à cette tâche avec confiance. Suivez votre intuition et tout se passera bien. Choisissez les choses qui vous mettent en joie quand vous les touchez. Suspendez les vêtements qui seront plus heureux sur des cintres. Ne craignez pas de trop jeter. À un moment, vous saurez quel est le volume idéal. Si vous avez lu cet ouvrage depuis le début, vous avez probablement remarqué que, dans ma méthode, vos sentiments sont le critère de prise de décision. Nombre de personnes seront peut-être surprises de voir des critères aussi vagues que les choses qui vous mettent en joie ou le déclic. La plupart des méthodes vous fournissent des objectifs numériques clairs, tels que « Jetez tout ce que vous n'avez pas utilisé depuis 2 ans. 7 vestes et 10 chemisiers sont le chiffre idéal. » Ou « Jetez une chose chaque fois que vous en achetez une nouvelle. » Mais je suis persuadé que c'est l'une des raisons pour lesquelles ces méthodes génèrent un effet rebond. Même si ces procédés vous permettent d'obtenir temporairement un intérieur rangé, les critères automatiques proposés par les autres et fondés sur leur savoir-faire n'ont aucun effet durable, sauf si leurs critères correspondent aux normes qui vous permettent de vous sentir bien. Seul vous pouvez savoir quel type d'environnement contribue à votre bonheur. La procédure de sélection d'objets est extrêmement personnelle. Pour éviter l'effet rebond, vous devez créer votre propre méthode de rangement en utilisant vos normes personnelles. C'est précisément la raison pour laquelle il est si important de connaître votre sentiment vis-à-vis de chacune de vos affaires. Ce n'est pas parce que vous possédez un excédent d'affaires dont il vous est difficile de vous séparer que vous en prenez forcément soin. C'est même le contraire. En revenant à un volume de biens que vous pouvez raisonnablement gérer, vous redynamisez la relation avec vos affaires. Lorsque vous jetez quelque chose, cela ne signifie pas que vous tirez un trait sur les expériences passées ou votre identité. Le processus de sélection des objets vous apportant de la joie vous permet d'identifier précisément ce que vous aimez et ce dont vous avez besoin. Lorsque nous faisons face en toute franchise aux affaires que nous possédons, ces dernières déclenchent de nombreuses émotions en nous. Ces sentiments sont authentiques.
Ce sont ces émotions qui nous donnent l'énergie nécessaire pour vivre. Croyez ce que votre cœur vous répond quand vous lui demandez « Est-ce que cette chose me met en joie ?» En vous fondant sur cette intuition, vous serez surpris de la manière dont votre vie s'harmonisera et des changements spectaculaires qui s'ensuivront. Ce sera comme si votre vie était touchée par la grâce. Le rangement de votre maison est la magie à l'origine d'une vie heureuse et animée. Voilà, nous avons enfin terminé le chapitre numéro 3. Donc, la vidéo suivante sera un conte. J'ai pas encore déterminé du coup le sujet, mais je ferai un post YouTube pour vous dire le sujet et comme ça vous pourrez discuter dans les commentaires de ce post. Comme ça je pourrai préparer la vidéo. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu ma lecture. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis du coup à la semaine prochaine, au week-end prochain pour la vidéo, le deuxième épisode de Combs. Gros bisous, je vous aime très fort. Merci de m'avoir écouté.